De retour en Russie, d'un sanatorium en Suisse, le prince épileptique Christique Mouchkine se retrouve empêtré dans un enchevêtrement d'amour, déchiré entre deux femmes, la femme entretenue notoire Nastasia et la pure Aglaya, à la fois impliquée à son tour avec les gagnes, corrompus et avides d'argent. En fin de compte, l'honnêteté, la bonté et l'intégrité de Mouchkine sont montrées comme inégales au vide moral de ceux qui l'entourent. Bonjour à tous ceux qui aiment la littérature mondiale. Bonjour à tous ceux qui aiment les langues étrangères et découvrent la culture à laquelle appartient la langue. J'enseigne de nombreuses langues et aujourd'hui j'ai préparé la brève contemplation sur le roman Idiote de Dostoïevski. Ce roman est un chef-d'œuvre et mérite beaucoup d'attention. Pour comprendre quel est le message de ce livre, il va sans dire que Dostoïevski n'a jamais eu l'intention d'être psychologue et n'a lu aucun document sur la psychologie, ni pris le temps de devenir psychologue, mais il est considéré comme l'un des meilleurs. En fait, j'ai navigué jusqu'à Dostoïevski après avoir entendu M. Jordan Peterson de l'Université de Toronto, où il subit lui-même une pression importante pour ses positions et ses convictions. J'ai réalisé cette courte vidéo dans le but d'exprimer mes sentiments sur le personnage principal de ce chef-d'œuvre. Cette vidéo est courte et je me suis concentré sur un événement spécifique qui est décrit dans le roman avec des détails remarquables. Il s'agit de ces 5 minutes d'angoisse mentale du condamné qui est sur le point d'être exécuté. L'événement précis qui prend le rythme dans ce roman, événement où Mouchkine raconte l'histoire d'un homme condamné à mort avec quelques autres d'une équipe morte. C'est un événement extrêmement rare. Il a été conduit à une potence en compagnie de beaucoup d'autres avec la peine de mort pour participation à un crime politique. Un crime qui a déplu aux autorités au pouvoir. 30 minutes plus tard, il a été réprimandé avec une autre punition de substitution. Mais l'intervalle entre ces deux phases, l'agonie du temps qu'il passa et le déclaré mort, il se souvient avec une précision si extraordinaire et avec une distinction si précise qu'il s'est promis qu'il ne le laisserait jamais passer dans sa mémoire, que cette expérience serait grave dans la mémoire pour toujours. Il y avait 3 pieds placés dans le sol, dont chacun était tenu par les condamnés. Les premiers criminels portaient de longues robes avec des casquettes blanches tirées sur le visage, de sorte qu'ils ne peuvent pas voir les armes pointées sur eux. Puis, un groupe de soldats prend possession devant chaque poste. Le prêtre accomplit la dernière bénédiction sur ces condamnés. Il ne restait que 5 minutes de vie avant que l'exécution ne soit terminée. Ces 5 minutes lui semblaient être la période la plus interminable, une énorme richesse de temps. Il semblait vivre dans ces 5 minutes tant de vie qu'il n'y avait pas encore besoin de penser à ce dernier moment, de sorte qu'il a fait plusieurs arrangements en divisant le temps en portions. Pour dire à ses compagnons 2 minutes pour ça, que quelques minutes de plus pour réfléchir à sa propre vie et carrière et à tout sur lui-même, et une autre minute pour un dernier regard autour de lui. Puis, ayant ainsi partagé son temps
il fut satisfait. Puis, ayant fait ce odieux, il s'est engagé dans ces 2 minutes qu'il s'était alloué à s'examiner. Il savait d'avance à quoi il allait penser. Il souhaitait se le dire le plus rapidement et le plus clairement possible, qu'il était là, un homme vivant et pensant, et que dans 3 minutes, il ne sera plus personne, ou si quelqu'un ou quelque chose, alors quoi et où? Il pensait qu'il trancherait cette question une fois pour toutes, dans ces 3 minutes. Un peu plus loin s'élevait une église, à sa flèche dorée scintillant au soleil. Il se souvenait d'avoir fixé obstinément cette flèche et les rayons de lumière qui en scintillaient. Il eut l'idée que ces rayons étaient sa nouvelle nature et qu'en 3 minutes, il deviendrait l'une d'eux, amalgamé en quelque sorte avec eux. Ce doute était terrible, pensa-t-il. Mais le pire de tout était l'idée. Où dois-je faire si je ne devais pas mourir? Et si je devais revenir à la vie, comment devrais-je en vouloir et compter chaque minute afin de ne pas perdre un seul instant? Il a dit que cela lui pèserait tellement et deviendrait un si terrible fardeau pour son cerveau qu'il ne pourrait pas le supporter, et souhaitait qu'il le tue rapidement et finit avec ça. Cette analyse provoque la considération de Dostoïevski dans L'Idiote du traumatisme mental résultant de son abolition de la peine de mort en 1849. Dans une lettre à son frère Michael, peu après ce report, le romancier exprime l'espoir qu'il finira par connaître une renaissance complète. Mais ces références constantes à la fin apparente de sa vie, à la fois dans la littérature et dans le souvenir oral, montrent que l'exécution annulée lui a provoqué des difficultés inattendues. Dostoïevski raconte non seulement son calvaire à travers la bouche de Mouchkine, mais transmet également des aspects du processus traumatique global à travers le prince, qui subit un traumatisme secondaire de l'exécution dont il a été témoin, et à travers d'autres personnages qui tentent de se remettre du traumatisme. Ces blessures sont la maladie de Mouchkine et les crises d'épilepsie, la séduction de Nastasia Philippovna Totsky, les troubles de Rogojin et Hippolytus, dû au tableau de Holbein Dead Christ. À travers de telles situations cohérentes avec son expérience personnelle, Dostoïevski crée une série de variations basées sur le motif du salut miraculeux, de la mort et de la survie après de tels moments. Ce faisant, il montre la diversité et le caractère insaisissable de l'essence du traumatisme.